Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre le cours que nous avons commencé la semaine passée en classe. Donc, on est sur le chapitre 4 qui porte sur les messages nerveux au niveau neuronal. Alors, pour rappel, nous étions en train de travailler sur les échanges membranaires, ce qui, dans votre livre, se rapporte aux pages 86 et 87. Je vous invite à regarder la vidéo tout en ayant ces pages ouvertes près de vous. Alors, nous avions démarré ce cours en analysant de manière assez détaillée ce schéma qui se trouve dans votre livre, dans lequel on vous présente les deux types de transports qui peuvent exister au niveau d'une membrane. Donc, pour rappel, on est bien au niveau de la membrane d'une cellule, avec d'un côté le milieu extérieur et d'autre côté le milieu intracellulaire. Ceci, c'est donc votre double couche de phospholipides. Alors, il existe deux types de transport, le transport passif et le transport actif. Le transport passif, nous l'avons déjà travaillé en classe, vous avez d'ailleurs déjà les notes qui y correspondent. Alors, pour le transport passif, les caractéristiques, c'est le fait de ne pas demander d'énergie pour se produire, donc c'est un processus qui ne demande pas d'énergie. Et deuxièmement, ça va respecter le sens du gradient. Ça veut dire que les molécules vont se déplacer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Vous avez plusieurs situations. Vous avez la diffusion simple et la diffusion facilitée. Il y a également l'osmose qui se trouve sur un autre document, sur un autre schéma. Au niveau des diffusions simples, on peut avoir des petites molécules de nature lipidique, donc liposolubles, qui passent directement. Les petites molécules de type hydrosoluble, elles, passent dans un canal protéique qui est rempli d'eau. Ça leur fait comme cette espèce de toboggan rempli d'eau pour passer plus facilement, étant donné qu'elles elles ne peuvent pas cohabiter facilement avec les lipides. Et deuxièmement, pour les molécules un peu plus grandes, donc de taille moyenne, on va avoir une protéine de transport qui se trouve au sein de la membrane cytoplasmique et qui va aider le passage, mais tout ça sans énergie. Alors, ce point de matière est déjà résumé dans vos notes de cours. Ceci correspond à ce que j'avais noté au tableau, où vous voyez, vous avez donc le transport passif et ses deux caractéristiques, la diffusion simple avec les molécules liposolubles, les molécules hydrosolubles, et ici, la situation de la diffusion facilitée. Alors, il nous reste un point sur lequel je souhaiterais repasser rapidement, c'est l'osmose. Pour ça, on va s'intéresser au schéma qui se trouve également dans votre livre. Alors, le cas de l'osmose est un cas particulier qui vous est exprimé dans ce schéma-ci. En fait, c'était la situation dans laquelle vous avez d'un côté un milieu moins concentré, un milieu plus concentré, et vous imaginez qu'au travers de cette membrane, en fait, les solutés ne peuvent pas passer. Par contre, l'eau, quant à elle, peut passer. Comme le but sera, encore une fois, d'équilibrer la concentration de part et d'autre, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'eau excédentaire qui se trouve dans le milieu le moins concentré va traverser la membrane pour venir diluer la partie qui était la plus concentrée en soluté. Donc, à la fin, on arrive dans une situation souhaitée, c'est-à-dire qu'on a des concentrations qui sont identiques des deux côtés, mais ce n'est pas le soluté qui s'est déplacé, mais plutôt le solvant, c'est-à-dire l'eau dans ce cas-ci. Ce schéma-ci est intéressant, on vous montre les molécules d'eau qui passent, et en fait elles passent grâce à quoi? Elles passent grâce à ces petits canaux remplis d'eau que l'on appelle les aquaporines. Et au niveau de l'osmose, vous avez dans vos notes de cours l'osmose qui vous est résumée sous cette forme-ci, donc que j'ai bien mis également dans le transport passif. Transport passif, diffusion simple, facilité et l'osmose. Alors, concentrons-nous maintenant sur le deuxième type de transport, le transport actif. Alors, le transport actif est à considérer en opposition par rapport au transport passif, et donc ses caractéristiques sont simplement les caractéristiques opposées à celles du transport passif. Donc, un transport actif consomme de l'énergie, et deuxièmement, un transport actif, eh bien, lui va se faire dans le sens opposé du gradient de concentration. Cela signifie que les molécules ne vont pas aller du milieu le plus concentré vers le moins concentré, mais au contraire, elles vont du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Un peu comme si on avait envie d'éjecter les derniers éléments qui ne nous intéressaient pas d'un côté de la membrane. Alors, il existe plusieurs types de transports actifs. Nous avons d'une part les pompes à ions.
que nous allons étudier juste maintenant grâce à un schéma. Et puis ensuite, nous avons une autre catégorie qui ici, ils vont un peu ensemble. Ce sont les notions d'exocytose et d'endocytose. Alors, pour comprendre un peu mieux les caractéristiques de chacun de ces transports actifs, nous allons retourner vers les schémas qui se trouvent dans votre livre. Alors, en ce qui concerne les pompes à ions, elles vous sont déjà illustrées en fait dans la partie de droite de votre premier schéma bilan, qui se trouvait donc au niveau du document numéro 1, donc le même que précédemment. Vous voyez ici, vous avez la notion de pompe à ions, et ce qui est bien visible là-dessus, c'est que ici, dans mon milieu extérieur par exemple, j'ai plus de petits triangles rouges, et ici j'ai moins de petits triangles rouges. Donc j'ai bien ici mon milieu le moins concentré, et ici le milieu le plus concentré. Cependant, je vois que le sens de ma flèche est bien dans le sens où le milieu le moins concentré va expulser les derniers solutés restants vers le milieu le plus concentré qui, dans ce cas-ci, est l'extérieur. Attention, ce n'est pas toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ça n'a rien à voir. Ça dépend des situations. Alors, le document numéro 2 de la page 86 est particulièrement intéressant parce qu'il nous présente une pompe à ions particulière que l'on appelle la pompe à ions sodium-potassium. Alors pourquoi est-elle intéressante? Parce qu'en fait c'est une des pompes à ions qui est les plus présentes, les plus utilisées au niveau des neurones. Il est donc intéressant de bien comprendre la manière dont elle fonctionne. Donc c'est une pompe à ions sodium-potassium. Ça veut dire que c'est une même protéine, celle-ci, qui va à la fois traiter le transport de l'ion sodium, mais également traiter le transport de l'ion potassium que vous voyez ici. Alors, ça vous est expliqué ici en dessous par la petite phrase, et le tout évidemment avec une consommation d'énergie. Alors, que fait cette pompe à ions? Eh bien, dans un premier temps, elle prend 3 ions sodium qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Il y a une arrivée d'énergie sous la forme d'ATP. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, en consommant une partie de l'énergie qui était contenue dans l'ATP, vous voyez, transformation de l'ATP en ADP, donc j'ai libéré de l'énergie, eh bien, l'énergie fournie va permettre à la pompe à ions de faire sortir vers l'extérieur, vers le milieu extérieur, les 3 ions sodium. Alors, par souci par souci d'économie, on va dire, ou en tout cas d'un point de vue pratique, c'est assez bien fait. Cette pompe à sodium, maintenant qu'elle est tournée vers l'extérieur, d'accord, elle va pas faire un trajet pour rien. Elle va prélever dans le milieu extérieur 2 ions potassium, okay, qui vont rentrer dans la pompe et qui, eux, vont être expulsés vers l'intérieur de la cellule. Donc, j'ai des ions sodium qui sont expulsés vers l'extérieur au nombre de 3, et en même temps, enfin, juste après, j'ai 2 ions potassium qui, eux, sont propulsés vers l'intérieur de la cellule. Ce mouvement de sortie-entrée nécessite de l'énergie qui, elle, est apportée sous la forme d'ATP. Alors, dans vos notes, vous pouvez résumer les informations sur les pompes à ions de la manière suivante, comme quoi donc les pompes à ions sont des protéines qui consomment de l'énergie apportée sous la forme d'ATP pour faire passer des ions du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et je vous demande également de pouvoir me réexpliquer le fonctionnement de la pompe à ions sodium-potassium par rapport au document que je viens de vous expliquer. Alors, les notions d'endocytose et d'exocytose vous sont exprimées par ce schéma numéro 4 qui se trouve dans votre livre. Alors, il concerne en fait les molécules qui sont plus grandes et qui vont nécessiter une déformation de la membrane plasmique pour pouvoir entrer ou sortir. Alors, quand on parle d'exocytose, eh bien, exocytose, c'est pour une sortie de molécules. Donc, tout d'abord, ce qu'il se passe, c'est que les molécules qui doivent être expulsées sont entourées dans une membrane, dans une vésicule, qui est de la même nature que la membrane plasmique. Donc, c'est fait d'une double couche de phospholipides, membrane qui est produite par l'appareil de Golgi. Ensuite, cette espèce de vésicule va s'approcher de la membrane cytoplasmique et va venir en fait fusionner avec elle, comme ils sont de même nature et que vous avez vu l'an passé que cette double couche de phospholipides, eh bien, elle a un côté dynamique. Eh bien, il va y avoir une fusion de cette vésicule avec la membrane et donc la membrane va maintenant venir, un peu comme des bulles en fait qui fusionneraient. Et donc cette vésicule va venir s'ouvrir vers l'extérieur, ce qui vous est montré ici, et va comme ça expulser les molécules dans le milieu externe. Pour l'endocytose, c'est le phénomène inverse. Vous avez donc des molécules plus importantes, plus grosses qui se trouvent à l'extérieur et qui ont envie d'entrer.
Alors tout d'abord, elles doivent être reconnues par des récepteurs membranaires, puisque c'est un peu contrôlé ce genre d'entrée et sortie. Donc vous avez un contrôle au niveau de récepteurs membranaires. Si ceux-ci reconnaissent les molécules comme pouvant entrer, eh bien il y a quelque part l'ordre qui est donné à la membrane cytoplasmique de s'invaginer, c'est-à-dire de se creuser vers l'intérieur, emportant avec elle les petites membranes, enfin les petites molécules plutôt, vers l'intérieur de ce puits qui est creusé dans la membrane. Ensuite, en fait, vous devez imaginer ce petit puits qui va venir se creuser de plus en plus, et puis vous avez la membrane ici et la membrane là qui vont venir refusionner entre elles, libérant comme ceci la vésicule comme une espèce de petite bulle vers l'intérieur, qui elle contient maintenant les molécules qui devaient entrer. Ça va? Les mouvements de la membrane cytoplasmique sont permis par les protéines du cytosquelette. En ce qui concerne votre prise de notes, donc les éléments que vous devez rajouter dans votre cours, pour le transport actif, déjà expliqué, la pompe à ions, je vous l'ai expliqué juste avant, et maintenant les notions d'exocytose et d'endocytose, donc qui permet la sortie de grosses molécules par déformation membranaire, et qui permet l'entrée de grosses molécules par déformation membranaire. Attention, c'est quand même bien de pouvoir me réexpliquer à l'aide d'un schéma un peu les étapes d'entrée et de sortie de ces grosses molécules. Donc il faut quand même accorder une certaine importance au schéma que je viens de vous expliquer. Donc voici ce qui clôture maintenant ce premier point de ce chapitre qui était les transports membranaires.